Est-ce que le confinement a eu raison de mes cheveux? Je pense que oui. Et salut à vous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Ça fait un peu longtemps que j'en ai pas fait quand même. Et voilà, j'avais envie de vous dire un petit peu les dernières choses que j'ai lues, ce que je suis en train de lire. Et puis tout simplement, j'avais envie de vous parler un petit peu parce que voilà, hein, avec le confinement, j'ai pas trop l'occasion de parler à d'autres personnes que mon copain et ça me manque un peu. Donc on commence tout de suite par un petit update des dernières lectures que j'ai faites. Enfin, il y en a certaines quand même qui remontent à un petit moment, mais dont je ne vous ai pas encore parlé, donc c'est parti. Bon, je vous avoue que l'update lecture sur les livres que je vais vous montrer là, je l'ai déjà tourné, mais elle me plaisait pas, donc on recommence. Et on commence tout de suite par une lecture graphique, Sacrée sorcière de Roald Dahl et adapté par Pénélope Bagieux en BD. C'est un livre que j'ai acheté dès sa sortie, je vous l'avais montré dans un book haul, je pense, même dans mon dernier book haul. Et ben ça n'a pas loupé, hein. Je l'ai lu d'une seule traite le soir même après l'avoir acheté. Je ne pensais pas le lire d'un coup. Je vous avoue que je m'étais dit, bon allez, ça serait bien de faire durer un peu le plaisir et de le lire au moins en 2 ou en 3 fois. Ben non, en fait, c'était pas possible. Je l'ai ouvert, je n'ai pas su m'en détacher jusqu'à la fin. C'était vraiment top. Vous devez certainement savoir que je suis un énorme fan de Pénélope Bagieux et j'adore son style de dessin. Là, ça n'a pas loupé, hein. Les planches, elles sont magnifiques. Les dessins, ils sont vraiment top. Les couleurs, elles sont géniales. Son style, il est toujours aussi bien. Enfin, voilà. Graphiquement, rien à dire. C'est vraiment une grande réussite. Et au niveau du scénario, eh bien, je ne connaissais pas l'histoire originale de Roald Dahl parce que, mis à part Charlie et la chocolaterie, je pense que je n'ai rien lu d'autre de lui. Ou peut-être Mathilda aussi quand j'étais un peu plus jeune. Mais voilà, Sacrée sorcière, je ne connaissais pas. Et franchement, chapeau bas parce que c'était top. Donc au niveau de l'histoire, en fait, on va suivre un petit garçon dont j'ai oublié le nom. Je ne sais même pas s'il est nommé d'ailleurs dans le livre. Mais voilà, un petit garçon qui malheureusement perd ses parents. Donc il va vivre avec sa grand-mère, hein, qui a récupéré sa tutelle. Sa grand-mère qui est très excentrique, voilà, que ce soit dans son look ou dans sa manière de parler. Elle fume comme un pompier, elle n'a pas la langue dans sa poche, elle est vraiment géniale, elle est super drôle. C'est un personnage que j'ai trouvé hyper attachant alors qu'elle est plutôt secondaire quand même. Et en fait, après ce tragique accident, pour lui changer un peu les idées, elle lui propose de partir en vacances. Et donc ils vont partir ensemble dans un genre de station balnéo. Et bien ce petit garçon va se rendre compte que dans cette station, il y a des sorcières et qu'elles sont en train de mettre en place un plan machiavélique pour se débarrasser de tous les enfants de la planète parce qu'elles détestent les enfants. Donc voilà, somme toute, ça paraît un peu enfantin comme histoire de base, mais détrompez-vous, j'ai trouvé ça hyper choquant. Genre, il y a certains moments où je me suis dit, est-ce que c'est vraiment pour enfants là? Parce que c'est quand même un peu cruel, quoi. En même temps, c'est du Roald Dahl, hein, il a quand même son style très très particulier. Mais voilà, c'était une super découverte. Ça m'a donné envie de lire le roman original. Alors, je ne le lirai pas tout de suite, hein, clairement, j'ai d'autres choses à lire. Mais voilà, pourquoi pas un de ces jours. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment de vous plonger dans la version de Pénélope Bagieux. C'était vraiment top. On continue avec un autre livre que j'ai lu il y a un petit moment déjà, ça commence à remonter, donc il est temps que je vous en parle. Il s'agit de La Faucheuse de Neil Shusterman. Alors c'est du young adulte, ça faisait assez longtemps que j'avais pas lu de young adulte dystopique. Et en fait, c'est un ami qui a lu la trilogie et qui m'a dit franchement c'est top, tu dois trop les lire. Il m'a ramené le tome 1 et j'avoue que je l'ai lu assez rapidement, hein. Je l'ai lu en une semaine, 15 jours je pense. Alors pour moi c'est rapide, hein, parce que j'ai quand même un rythme assez lent. Et franchement, super bonne surprise. Je vous avoue que j'y croyais pas trop. Je me suis dit bon, je vais le lire pour voir ce que ça vaut. En fait, franchement, top. Alors j'imagine que pas mal d'entre vous l'ont déjà lu ou connaissent déjà l'histoire, hein, parce qu'il a quand même fait pas mal parler de lui. Je vous fais quand même un petit résumé pour ceux qui auraient vécu dans une grotte ces dernières années. Je vous rassure que moi aussi, parfois, j'ai l'impression de vivre dans une grotte. Donc au niveau de l'histoire, on va suivre deux adolescents, deux jeunes adultes, Citra et Rowan. Citra et Rowan, ils vivent dans un monde très similaire au nôtre, mais qui pourrait se passer des millénaires dans le futur, et qui se passe même des millénaires dans le futur. En fait, l'humanité a vaincu la mort dans ce futur. En gros, les gens ne meurent plus d'accidents ou de maladies parce qu'à chaque fois que leur corps succombe à ses blessures ou à une maladie, eh bien les cadavres sont envoyés dans un centre de résurrection où on peut les remettre à neuf. Et donc les gens ne meurent plus vraiment parce qu'au final, dès qu'ils meurent, ils sont ressuscités.
Et puis pareil, il y a tout un process qui a été mis en place par la science pour rajeunir les corps. Donc à partir d'un certain âge, par exemple, j'ai 80 ans et je me dis bon là je vais peut-être bientôt mourir, et ben je vais dans un centre et en fait il y a un process pour faire rajeunir mon corps et donc je peux avoir de nouveau 20 ans. Alors 20 ans physiquement, mais là-dedans j'ai toujours mes 80 ans quoi. Et donc voilà, les gens vivent très très longtemps et très vieux. Sauf que vous imaginez bien que ça pose un petit problème de surpopulation si plus personne ne meurt. Et donc ce qui se passe, c'est que des faucheurs ont été mis en place. Des faucheurs, ce sont des gens qui ont un quota de personnes à exécuter dans l'année. Et quand quelqu'un est tué par un faucheur, eh bien, on ne peut pas l'emmener dans un centre de résurrection. Donc, ils font office de vrais morts, en fait. Et donc, on va suivre Citra et Rowan, comme je vous le disais, deux jeunes adultes qui vont, contre leur gré un peu, devoir suivre un entraînement, une formation pour devenir eux-mêmes faucheurs. Sauf qu'ils vont se rendre compte que le monde des faucheurs n'est pas aussi calme et prospère qu'on pourrait le penser. Et donc, voilà, complot, machination. De toute manière, c'est une dystopie, donc vous vous imaginez bien qu'on va être confronté à des choix, à des complots, à des choses qui vont remettre en question toute cette nouvelle société. Et voilà, j'ai trouvé ça passionnant, j'ai été pris dans l'histoire dès le départ et j'ai eu du mal à le lâcher. Donc je lirai avec plaisir, je pense, les tomes 2 et 3. Et on continue avec une autre lecture un peu en demi-teinte. Il s'agit du Sorceleur de Andrzej Sapkowski. Et donc après la grosse hype qu'il y a eu grâce aux jeux vidéo, puis grâce à la série, je me suis dit qu'il était peut-être temps que je me lance dans les bouquins. Et comme je vous le disais, je n'ai pas été convaincu à 100%. Le Sorceleur, donc on va suivre les aventures de Geralt de Rive, qui est donc un sorceleur, un genre d'homme mutant doté de capacités physiques exceptionnelles et de pouvoirs exceptionnels. Et donc voilà, ça se passe dans un univers très dark fantasy où il va avoir pour job de tuer des monstres pour gagner de l'argent. En soi, c'est hyper sympa et ce premier tome ainsi que le tome 2, en fait c'est un condensé de plein de petites nouvelles qui mettent en place tout l'univers, tout le contexte, toute la mythologie du sorceleur. Et à partir du tome 3, en fait, commence ce qu'on appelle apparemment la quête du sorceleur, et donc qui est là une grande saga qui va durer jusqu'au dernier volume. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous conseille très très fortement d'aller regarder la vidéo de Lolifant sur le sorceleur, je vous la mettrai en barre d'infos, mais elle est vraiment géniale. Bref, tout ça pour dire que l'univers du sorceleur me plaît, j'ai commencé la série et je la trouve vraiment bien. Et il y a certaines nouvelles que j'ai trouvées très très utiles parce qu'on sent qu'elles nous mettent en place des choses importantes pour la suite. Néanmoins, voilà, je sais pas si c'est à cause du format nouvelle, mais j'ai trouvé qu'il y avait un gros problème de rythme. Autant il y a eu des nouvelles que j'ai trouvées super et hyper prenantes et je les ai lues d'une traite, autant il y en a certaines que j'ai mis 3 jours à lire parce que c'était chiant en fait, parce que personnellement moi ça ne m'intéressait pas. Et je pense que c'est parce que moi pour qu'une lecture de fantasy me plaise, j'ai besoin d'avoir un gros truc, un gros fil rouge. Et je suis certain qu'il y en a un dans le sorceleur, mais voilà, ça ne transparaît pas dans ce premier volume, et apparemment ça ne transparaît pas non plus dans le second volume, et tout ne se met vraiment en place que dans le troisième volume. Donc voilà, j'en suis ressorti assez mitigé, je trouve que Sapkowski a créé un univers prometteur et intéressant, mais qui ne m'a pas passionné autant que je l'espérais. Après peut-être qu'on me l'a un peu survendu, parce que tout le monde en parle tellement que je m'attendais vraiment à une grosse claque de fantasy, alors que non. Donc voilà, lecture en demi-teinte, néanmoins je lui accorderai une seconde chance et je lirai quand même le second volume de nouvelles, même si je sais par avance qu'il souffre des mêmes défauts que ce premier volume. Mais voilà, j'ai très très envie de découvrir ce qu'on appelle la quête du sorceleur et donc de me lancer dans le troisième volume. Donc voilà, il me faudra un petit peu de courage, je pense, pour m'y remettre, ça sera pas pour tout de suite, mais je lui relaisserai une chance. Et on va continuer avec une autre lecture, elle aussi en demi-teinte. Il s'agit de Shades of Magic de Victoria Schwab, dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans mon dernier vlog, donc je vais essayer de pas trop m'attarder dessus pour pas trop me répéter. Mais voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous fais un petit rappel de l'histoire. Shades of Magic, c'est l'histoire de Kel qui est un magicien de sang, qui vit dans un Londres alternatif au nôtre, en fait comme un monde parallèle. Et dans Shades of Magic, on a 4 mondes qui sont parallèles et qui sont tous reliés et qui ont tous le même point commun, qui est la ville de Londres. Donc il existe un Londres gris, qui est notre Londres dépourvu de magie, un Londres rouge, qui est le Londres de Kel, et donc qui lui est plein et empli de magie, où la magie est vraiment quelque chose de banal, de basique.
Et on a deux autres Londres un peu plus dangereux, le Londres blanc qui est dominé par la magie, mais où celle-ci est assez rare. Et donc les gens se battent pour la moindre source de pouvoir, se battent pour accéder au trône, enfin voilà, un Londres très très violent. Et un dernier Londres qui s'appelle le Londres noir, qui est un Londres condamné parce que plus personne ne peut y accéder, parce qu'il a été entièrement dévoré en fait par la magie et il n'en reste plus rien. Et donc Kel est un magicien de sang qui vit dans le Londres rouge et les magiciens de sang ont un pouvoir très particulier que personne d'autre n'a. Ils ont le pouvoir de voyager entre les différents mondes parallèles. En fait, avant, tous les mondes parallèles étaient reliés par des portails, mais ils ont tous été fermés le jour où le Londres noir a été englouti par cette magie noire. Et donc, pour éviter de contaminer tous les autres mondes, on a fermé toutes les frontières. Maintenant, il n'y a plus que Kel qui a le pouvoir de traverser les mondes et d'autres magiciens de sang. Kel travaille à la cour du Londres rouge et il fait office un peu de messager, de passeur, et il continue de faire le lien politique entre ces trois Londres différents, vu qu'on ne peut plus accéder au Londres noir. Ça va, c'est pas trop compliqué, j'espère que je ne vous perds pas dans mes explications parce que les mondes parallèles c'est toujours un bordel. Et donc voilà, on va suivre les aventures de Kel qui fait office de messager, mais qui, sur son temps libre en fait, est un genre de contrebandier en fait. Il aime bien faire passer des objets entre les différents Londres, chose qui est normalement formellement interdite. Et un jour, il va, sans le savoir, faire rentrer une relique du Londres noir dans notre Londres à nous, le Londres gris. Donc tout de suite, voilà, un gros bordel va se mettre en place et il va tout faire pour arranger la situation. Sur sa route, il va croiser le chemin de Lila. Lila qui est une jeune femme qui vit dans notre Londres à nous, hein, donc qui ne connaît pas la magie en fait. Et voilà, elle va se retrouver un peu mêlée à cette affaire-là et elle va aider Kel dans sa quête pour remettre un peu les choses en ordre. Donc somme toute, j'ai trouvé l'histoire de Shades of Magic assez prenante. J'ai trouvé que l'univers que Victoria Schwab a mis en place dans cette saga, il est vraiment génial, hein. Le système de magie est plutôt pas mal. Il y a vraiment plein de bonnes idées. Mais pour moi, il y a un problème de rythme en fait dans ce livre parce que durant la première moitié, voire un peu plus, j'ai eu la sensation d'être dans une grosse intro, qu'on prenait le temps de nous présenter les choses, et c'est très bien, c'est très important de bien placer le contexte pour pas perdre le lecteur. Mais en même temps, j'ai trouvé que c'était un peu long. C'était prenant, j'aimais bien l'univers, hein. Mais d'un autre côté, il y a plein de pages où je me suis dit, bon, j'aime bien, c'est cool. Mais quand est-ce qu'il se passe vraiment un truc en fait? Et voilà, c'est ça vraiment ce gros problème de ce livre, c'est que au final, je pourrais vous le résumer du début à la fin. Au final, il se passe pas énormément de choses dans ce premier tome. Alors certes, on a un début et une fin, et c'est très bien parce que donc c'est une saga en 3 tomes. Et on peut s'arrêter à ce tome-là, on a quand même déjà une histoire qui est terminée. Il y a certaines portes qui sont ouvertes, on sent bien qu'il va y avoir une suite, hein, que ça nous amène vers autre chose, mais ce tome se suffit en lui-même. Donc ça, c'est un bon point. Mais voilà, j'ai eu cette impression d'inachevé, j'ai eu l'impression vraiment que j'avais effleuré l'univers très en surface et qu'on n'était pas allé beaucoup plus loin et qu'il aurait pu se passer plein d'autres choses. Et voilà, c'est un peu dommage. Néanmoins, ça reste quand même une bonne lecture young adulte dans un univers un peu voilà, SFFF et c'était pas mal, franchement, c'était pas mal et je lirai le tome 2 avec plaisir. Mais voilà, il m'a manqué un petit truc pour que je me dise ah ouais, putain, c'était vraiment top, je veux lire la suite maintenant quoi. Là, je l'ai fermé, je me suis dit, oh ben, ouais, c'était cool. C'était cool. Et en même temps, j'étais pas mécontent de le terminer parce que j'avais envie d'en finir, quoi. Et voilà. Et pour passer à une autre lecture qui, elle, m'emballe beaucoup plus, en même temps, c'est une relecture, je vais vous reparler vite fait, mais pas trop, parce que pareil, je vous en ai déjà parlé dans mon dernier vlog. Je voulais vous reparler un peu de ma relecture de Crossholic de Clamp, qui est mon manga préféré de tous les temps. Je suis en train de relire tout l'intégral, hein. Il y a 19 tomes plus 4 tomes annexes qui se passent après le tome 19 et franchement c'est un régal, je suis à fond dans ma relecture, voilà, c'est un immense plaisir de me replonger dans cet univers, à savoir que ça doit faire
six fois, je pense, que je me relis tout l'intégral, tellement j'adore ce manga. Au niveau de l'histoire, je vais faire très très vite. On va suivre l'histoire de Watanuki, qui est assailli de visions, d'esprits, de fantômes et de créatures surnaturelles. Et un jour, il va tomber nez à nez avec Yuko, Yuko qu'on voit ici sur la couverture, et qui tient une boutique où l'on exauce les souhaits. Et donc, elle va proposer à Watanuki d'exaucer son souhait d'être libéré un peu de ses visions occultes. Et en échange, il devra travailler à son service dans cette boutique donc où on exauce les souhaits en échange d'une compensation. Je vous en dis pas plus parce que voilà, c'est un manga où il se passe plein de choses. C'est un manga très très dense qui nous parle d'occultisme, de mythologie japonaise, de yokai. Ça parle aussi d'amitié, d'amour, de persévérance. Bref, c'est un manga très très dense qui est parfois très drôle, parfois très très triste. Et voilà, ça me fait passer par toutes les émotions, mais décidément, c'est ma saga de manga préférée. Donc je vous la recommande très 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 fortement. Et puis mention spéciale au graphisme parce que voilà, les planches sont magnifiques. Il y a toujours des jeux de clair-obscur avec des gros aplats de noir et voilà, je trouve que tout est parfait dans ce manga. Donc si vous ne l'avez encore jamais lu, je vous conseille 1000 fois de vous y plonger. Bon, et puis sinon, je vais vous parler d'une autre lecture en cours. Je pense que vous savez très très bien de quoi je vais vous parler parce que c'est une lecture commune que j'ai lancée il y a un peu plus de 15 jours maintenant. Et on est à fond dedans. Il s'agit du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Alors là, je vous montre la version hardback et j'ai retiré la jaquette qui est autour parce que quand je lis, je la retire parce que j'ai peur qu'elle s'abîme. D'ailleurs, le vernis sélectif bleu, il s'efface un peu à certains endroits, ça me fait grandement tiquer, donc j'ai préféré ranger la jaquette dans ma bibliothèque parce que je ne veux pas qu'elle s'abîme, elle est beaucoup trop jolie. Au niveau de cette lecture commune, alors je sais que ce livre divise un petit peu, il y a certaines personnes qui n'ont pas trop aimé et d'autres personnes qui sont absolument dithyrambiques dessus. Quand il est sorti, il y a eu une énorme hype qui fait que d'ailleurs je l'ai acheté dès sa sortie. Mais j'ai attendu un petit peu pour me lancer dedans. Donc comme vous le savez, j'ai finalement décidé de lancer une lecture commune parce qu'il y a plein de gens aussi qui l'avaient acheté et qui avaient un peu peur de le démarrer parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même une sacrée bricasse. Et donc voilà, là je suis en plein dedans. À l'heure où je tourne cette vidéo, je suis au chapitre 40, page 515. Donc je suis pile à la moitié du bouquin en fait parce qu'il fait pratiquement 1000 pages. Et franchement, c'est une très 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 agréable surprise. J'avais peur d'être déçu. Je vous avoue que je l'ai commencé pas à contre-cœur parce que j'avais envie de le lire et j'avais envie de le faire sortir de ma palle. Mais j'avais vraiment très peur d'être déçu et je me suis dit, voilà, il a tellement fait parler de lui quand il est sorti que j'ai peur de l'effet pétard mouillé. J'ai peur de pas être emballé par l'univers, j'ai peur de pas rentrer dedans et j'ai peur que ça me semble long parce que voilà, il est énorme. Et en fait, à chaque chapitre que je lis, je suis un peu plus dedans et à chaque chapitre, je me dis putain, mais en fait, c'est vraiment bien comme bouquin. Donc voilà, je suis très agréablement surpris par ma lecture. Au niveau de l'histoire, quand même, je vais vous refaire une petite repasse sur l'histoire qui est tout de même assez complexe. Dans cette histoire, on va suivre principalement 4 personnages, même s'il y a beaucoup d'autres personnages. Ça se passe dans un monde qui est assez divisé, qui est divisé en 2 continents, 2 grands continents, et au centre, il y a un océan qu'on appelle l'Abysse. Donc voilà, qui est un océan qui fait très très peur aux gens, et je vais vous expliquer pourquoi juste après. Et donc cet univers en 2 continents est aussi séparé en plein de plusieurs royaumes. Enfin, pas seulement des royaumes, il y a des royaumes et il y a des renomes. Donc des renomes donc, qui sont gérés par des reines. En anglais d'ailleurs on parle de kingdom et de queendom, donc c'est plutôt cool qu'en français on ait adapté cette traduction. Et en fait ce monde a été balayé par un grand fléau il y a 1000 ans. En fait il y a un grand dragon, voilà, un dragon immense qui a réduit à néant une partie du monde et voilà, qui a semé le chaos partout. Et ce dragon a été vaincu et scellé au fond de l'abysse, donc cet océan dont je vous parlais, donc, qui fait peur aux gens, hein, parce qu'en dessous, il y a quand même le plus gros fléau de l'univers qui sommeille. Et donc ce dragon a été vaincu par une femme
Et donc cette femme a créé son propre queendom, son propre Renome. Et donc la légende dit que tant que sa descendance perdurera, le grand dragon ne pourra pas sortir de l'abysse et donc le monde restera en paix. Sauf que vous imaginez bien que tout le monde n'a pas envie de rester en paix et il y a un genre de guerre de religion en fait qui se met en place entre les adorateurs de la descendance des Beretnet, donc qui est la famille un peu qui a vaincu ce grand fléau, et d'autres personnes qui, eux, vénèrent ce grand dragon et qui veulent absolument qu'il sorte de l'abysse et qu'il se remette à régner sur la Terre. Et donc, comme je vous le disais, dans ce livre, on va suivre principalement 4 personnages. On va suivre premièrement Id. Id qui est une des femmes de chambre de Sabran. Donc Sabran, c'est la reine actuelle, donc, qui fait partie de la lignée des Beretnet, et donc qui fait un peu obstacle au retour de ce grand dragon. Sauf que Id, c'est pas n'importe quelle femme de chambre, en fait, c'est aussi la garde du corps non officielle de la reine, qui a été envoyée par un groupe secret pour la protéger. Je peux pas trop vous en dire plus, parce que le livre est rempli de révélations. Mais donc, on va suivre les aventures de Id à la cour, qui va essayer de protéger Sabran. On va suivre de l'autre côté du monde, sur un autre continent, derrière l'abysse, on va suivre aussi les aventures de Tané. Tané qui vit sur un continent où, contrairement au continent de l'Ouest, chez elle, on vénère les dragons, mais on vénère les dragons d'eau et non pas les dragons du fléau qui ont ravagé l'univers. On va plutôt vénérer des dragons asiatiques, ou du moins nous tels qu'on les voit. Donc vous voyez ces genres de grands serpents qui n'ont pas d'ailes en fait. Et donc elle vit sur un continent où on les vénère et elle suit une formation pour devenir dragonnière et donc défendre sa patrie à dos de dragons. Et on va aussi suivre 2 personnages masculins, un personnage qui a été exilé lui de l'ouest vers l'est et qui aimerait beaucoup rentrer chez lui, et un dernier qui s'appelle Lot. Et lui faisait partie de la cour de Sabran et a été envoyé dans le sud, dans un royaume où on vénère l'ancien dragon, donc un royaume entre guillemets ennemi au niveau de la religion, et il va y être envoyé un peu contre son gré comme représentant du Renome. Alors j'espère que mes explications ne sont pas trop bordéliques, mais en même temps c'est un livre très très riche et très très dense, c'est hyper complexe de le résumer. Tout ça pour vous dire que l'histoire est vraiment super prenante, tous les personnages sont très très attachants, leur psychologie elle est hyper bien faite, le livre me plaît beaucoup aussi parce qu'il est très très inclusif, parce que déjà il y a des représentations LGBT, ce qui est très très rare dans la fantasy et encore plus rare au niveau des femmes. Je pense même que c'est un des premiers livres où on parle de sentiments entre femmes, de lesbiennes en fait, sans aucune pudeur et sans que ce soit caché, et je trouve ça vraiment bien. On a aussi des personnages gays, hommes, et voilà, je trouve ça vraiment bien parce que c'est quand même quelque chose de très très rare dans la fantasy et c'est quand même très très inclusif. Et puis pareil, on n'a pas beaucoup de renseignements sur le physique des personnages. Les personnages féminins ne sont pas sexualisés du tout. On n'a pas d'indications qui concernent leur couleur de peau. Et voilà, c'est un choix qu'a fait l'autrice. Mais je trouve que c'est un très bon choix parce que n'importe qui peut se projeter dans n'importe quel héros ou héroïne. Et voilà, je trouve que ça fait du bien de ne pas avoir de violence sexuelle sur des femmes et de ne pas avoir des femmes qui sont sexualisées ou objetisées. Et à aucun moment ça n'intervient dans le livre, du moins là où j'en suis à la moitié. Et voilà, ça ce sont vraiment de très 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 bons points qui font que j'aime beaucoup ma lecture. Le seul point négatif que je pourrais émettre, c'est parfois, on va dire, entre guillemets, le rythme. Le rythme est très très bon, il est intense et on a envie de lire tous les chapitres à la suite. Mais parfois, c'est peut-être un peu trop rapide et l'autrice oublie parfois de se poser un petit peu pour nous raconter un peu plus de choses sur cet univers, sur ces peuples, sur ces différentes villes, parce que les personnages vont visiter énormément d'endroits et de villes, et on a très peu d'indications et de descriptions pour nous projeter dans cette ville. Alors c'est cool parce que notre imaginaire fait le travail tout seul, mais en même temps je pense que certains peuvent être un peu frustrés de se dire j'ai besoin d'un petit coup de main en fait pour me projeter dans cet univers. Moi j'ai pas trop ce problème là, néanmoins je le ressens quand même parfois où je me dis
prends un petit peu le temps là en fait, dis-nous-en un petit peu plus sur cette ville, dis-nous-en un petit peu plus sur ce personnage. Après, je comprends aussi qu'elle ne peut pas s'attarder parfois trop longtemps dans des descriptions, parce que voilà, on a quand même un pavé absolument énorme, elle voulait faire un one-shot, ce qui est aussi très très bien, parce qu'en fantasy, on a toujours des sagas qui durent sur 1 million de tomes, donc voilà, là pour une fois, avoir un tome unique, eh ben, c'est pas si mal, et donc malgré ses défauts, c'est quand même une lecture que je trouve géniale, hyper prenante, je suis à fond et je vous en reparlerai une fois que je l'aurai terminé. D'ailleurs, j'en profite pour remercier ici toutes les personnes qui se sont inscrites et qui ont intégré le Discord que j'ai mis en place pour la lecture commune, parce que voilà, le Discord vit hyper bien, tout le monde est là pour l'animer, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de gens qui discutent et je trouve ça vraiment top, donc merci à vous. Bon, j'ai l'impression que ça fait 40 ans que je filme là, le montage ça va être compliqué je pense. Bon, et pour finir, j'avais envie de vous parler de quelques livres que j'ai très très envie de lire. Donc voilà, je vais essayer d'aller vite parce que la vidéo doit être interminable. Mais il n'y a pas très longtemps, j'ai ressorti de ma bibliothèque Les Noces de la Renarde de Florian Soulas. Je ne sais pas pourquoi, j'étais assis un jour dans mon canapé et je regardais mes livres et je me suis dit « Oh !» j'ai trop envie de le lire. Alors je pense que c'est en partie la faute de Crossolik, qui nous parle beaucoup de mythologie japonaise et de yokai. Et je sais que Les Noces de la Renarde, eh bien, c'est un mélange entre un Tokyo d'aujourd'hui et un Tokyo de 1467, où on va parler voilà, de yokai et d'esprits japonais. Donc voilà, je pense que ma relecture de Crossolik m'a donné envie de me plonger dans Les Noces de la Renarde. Donc je l'ai sorti, je l'ai mis sur ma table de chevet. Et voilà, je pense que je risque de me lancer bientôt. Alors, certes, c'est un gros pavé, mais il est écrit assez gros. Je pense qu'il y a moyen que ça se lise pas trop lentement. Donc voilà, je vais peut-être me lancer dedans assez rapidement. Il n'y a pas très longtemps, j'ai participé à un live sur Twitch. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais voilà, on m'a invité à participer à une émission sur Twitch sur la fantasy. Et donc, on a parlé fantasy, on a parlé du prieuré de l'Oranger et on a parlé d'autres sagas de fantasy. Et en particulier 3 sagas, et je pense que cette année sera mon année de la fantasy parce que dès que je termine le prieuré, eh bien je me lance dans une des 3, sauf que je ne sais absolument pas dans laquelle me lancer. On commence par celle dont vous vous doutez, j'ai très envie de continuer ma lecture des archives de Rochard. Ça commence vraiment à me manquer, je ne sais pas pourquoi, mais en ce moment j'y repense, et je repense à ces personnages que j'aime tant et à cette intrigue de folie. Donc j'ai extrêmement envie de me replonger là-dedans parce que voilà, ça me manque. Mais en parallèle, il y a 2 autres sagas qui me font de l'œil parce qu'en ce moment, plein de gens en parlent. Alors déjà, il y a bien sûr La Roue du Temps de Robert Jordan. Il y a Le Livre Ouvert qui est en train de le lire, ainsi que, il me semble que Les Mots de l'Imaginaire aussi s'est lancé dans la lecture de La Roue du Temps. Ainsi que, vous le savez très bien, Paper Palace qui est complètement accro. Et donc voilà, voir tous ces gens parler de La Roue du Temps, ça me tue en fait. J'ai trop envie de me lancer. D'ailleurs, je me suis dit que j'allais le lire en parallèle de La Roue du Temps, parce que le premier volume, là, il est assez court. Et en fait, pas possible. J'ai lu les 2 premiers chapitres, d'ailleurs, on le voit, j'ai mon marque-page ici. Mais c'était trop dense. Et lire ça, plus le prieuré de l'Oranger, qui sont tous les 2 des univers de fantasy hyper denses et hyper prenants, je me suis dit ça sert à rien, je vais pas en profiter, donc je l'ai mis de côté. Mais voilà, ça me tue parce que je veux trop le lire. Et pour terminer, une autre saga que j'ai commencé il y a très longtemps, enfin il y a 2 ans je pense, c'est L'Assassin Royal de Robin Hobb. C'est quand même un grand classique que je n'ai toujours pas lu. J'avais lu que ce tome 1, que j'avais plutôt bien aimé, mais voilà, je ne me suis pas lancé dans la suite, et je pense que c'est un tort, parce que voilà, tout le monde en parle, mon meilleur ami est complètement fan de cette saga, et donc je me dis que ça serait bien que je m'y remette. Donc je pense que très bientôt, je vais me racheter la suite, et il faudra quand même que je relise ce tome-là. Mais d'ailleurs, je ne pense pas l'acheter en poche comme ça, et je pense plutôt m'acheter les intégrales, qui, je pense, me forceront à avoir un meilleur rythme de lecture sur cette saga, parce que le découpage français, apparemment, n'est pas idéal. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, et c'est à peu près tout pour ces sagas de fantasy qui me font de l'œil de ouf. Je me rends compte qu'en fait j'aurais pu faire une vidéo entière sur les sagas de fantasy qui me faisaient envie. On verra au montage en fait si je garde cette partie-là, mais je pense que oui, parce que j'avais envie de vous en parler, et j'ai la flemme de retourner une 2e vidéo maintenant. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo n'est pas trop longue, et puis j'espère aussi que tout va bien pour vous et que vous ne vivez pas trop mal le confinement. De mon côté, ça va plutôt bien.
J'ai un appartement qui est assez grand pour que mon copain et moi puissions vivre sans nous marcher dessus. Et puis voilà, je suis en télétravail, donc je ne suis pas le plus à plaindre. Donc j'espère que vous allez bien. Surtout prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de faire de très belles lectures et on se retrouve très vite.